Alors, bonjour à tout le monde, je suis Damien Aymar, docteur en sciences de gestion de l'Université Paris-Dauphine et enseignant dans le secondaire. J'ai le plaisir de vous présenter mes travaux donc, de thèse qui ont duré donc, 4 ans sur les compétences des travailleurs dyslexiques. Donc, à travers cette présentation, je vais vous présenter le parcours de cette thèse et les principaux éléments que cette recherche m'ont permis de comprendre et de découvrir à travers donc, mes entretiens que j'ai pu faire avec internes dyslexiques. Et j'ai pu me poser la question, donc, quelles étaient donc, les compétences des travailleurs dyslexiques et comment finalement ces compétences sont des ressources cachées aux yeux des managers. Donc, on peut commencer donc, notre présentation. Donc, oui, aussi, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que ma thèse a été lauréate au prix de thèse donc, de l'ARIM, une association de recherche en management. Voilà, et donc c'est vrai que ça fait plaisir, car en fait, cette thèse sort un peu des sentiers battus des sciences de gestion, et donc c'est une belle reconnaissance de la qualité de cette recherche. Donc, comme je vous disais, ma thèse concerne la recherche en gestion sur les compétences des travailleurs dyslexiques. Et donc, comment ça se passe? Donc, je vais vous raconter l'expérience d'un travailleur dyslexique. Ce qui se passe, c'est que donc, on fait un diagnostic de ce travailleur dyslexique. Et finalement, ce diagnostic dit quoi au niveau de sa dyslexie? On lui dit que finalement, il a une mauvaise association des graphèmes et des phonèmes, il a une incapacité à saisir rapidement les mots dans sa globalité, il a des difficultés à discriminer les sons proches et il a une faible conscience phonologique. Alors, quelles sont les conséquences pour lui, pour ce travailleur dyslexique? Eh bien, les conséquences, elles sont multiples. Il a des problèmes donc, dans le traitement orthographique, il a des problèmes donc, au niveau de la confusion et de l'inversion de lettres et un mauvais codage de la position des lettres. Un autre souci qu'il rencontre en tant que dyslexique, eh bien, c'est la gestion donc, du temps, des difficultés à gérer le temps. Et donc, tout cela, c'est dû à quoi? Eh bien, il se rend compte que c'est dû à une configuration neurologique différente des personnes non dyslexiques. Donc, ce travailleur dyslexique se retrouve bien sûr dans le milieu scolaire et il va rencontrer donc des difficultés. Ces difficultés vont former finalement le stigmate, ce stigmate qui va être une résultante des rapports et des relations entre les personnes et le système dans lequel ils se trouvent. Là, c'est dans le système scolaire, mais ce même système va s'observer au sein donc, des différentes organisations dans lesquelles il va graviter. Et on se rend compte que ce stigmate, c'est une blessure. C'est une blessure qui est produite par un double rapport entre l'individu et le collectif. C'est une trace qui est laissée. Donc, c'est un traumatisme qui est causé par une expérience, mais également, et là, c'est un élément qui est important et qu'on rencontre donc en tant que dyslexique, mais aussi toute personne stigmatisée, de l'interprétation qu'il va se faire. Et donc, ceci va altérer son identité au départ, où il pensait être finalement normal. Donc, c'est dans ce rapport interactionnel, dans ce rapport aux autres, que finalement, il va avoir des conséquences fortes sur son psychisme. Ça va être donc une perte de l'estime de soi, des doutes, une déprime. Et donc, ce travailleur dyslexique va finalement opter pour ce qu'on appelle la résilience. Tout cela va créer une résilience, ce contexte-là va créer une résilience très forte chez lui. Comment ça se passe donc dans le milieu organisationnel? Ce travailleur dyslexique va avoir une expérience dans le monde professionnel, une organisation privée. À côté, pour faire preuve donc d'honnêteté, il va mobiliser une reconnaissance de travailleurs handicapés pour finalement faire connaître sa situation. Eh bien, en faisant preuve donc d'intégrité, la conséquence de cette expérience dans cette organisation privée, ça va être quoi? Ça va être une reviviscence du stigmate causé par les relations interpersonnelles et ce qui va provoquer chez lui une stratégie de dissimulation. Et il va arriver à en jouer en partie
grâce à l'invisibilité de ce handicap de la dyslexie. Alors, qu'est-ce qu'on observe en fait à travers cette expérience? C'est un rejet du travailleur dyslexique, une négation finalement de ses compétences potentielles, mais aussi une perception de celui-ci comme une ressource négative. Et donc, cette histoire, en fait, je l'ai partagée. Et je suis moi-même dyslexique et j'ai vécu, en fait, cette histoire-là. Et c'est là où j'ai décidé de faire ce doctorat pour finalement montrer les compétences des travailleurs dyslexiques. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai rencontré d'autres dyslexiques avant donc, le doctorat, et où ils m'ont tous dit qu'ils avaient donc des expériences similaires. Et donc, ces observations en recherche s'appellent des épiphanies, des moments de rencontre très forts où finalement on ressent chacun les mêmes moments, les mêmes événements, tout en ayant des vies différentes. Donc, ça a vraiment été intéressant et c'est ce qui m'a poussé à poser donc, cette problématique de recherche en gestion, de se demander comment la ressource dyslexie, par les compétences idiosyncratiques qu'elle développe, constitue-t-elle une ressource cachée pour les organisations. J'ai eu donc deux objectifs. Le premier objectif, ça a été de démontrer que les travailleurs dyslexiques développent des compétences idiosyncratiques et que celles-ci permettent de les envisager comme des ressources non négatives, c'est-à-dire positives. Et donc, les résultats que j'ai pu trouver m'ont permis d'élaborer donc et de déterminer une compétence idiosyncratique, c'est-à-dire la compétence systémique. Le deuxième objectif, ça a été de trouver donc le caractère caché de la ressource dyslexie. Et là, on s'est beaucoup plus attaqué, je me suis beaucoup plus attaqué à la perception que pouvaient avoir donc les managers, autant des organisations publiques que des organisations privées, de la ressource dyslexie. Alors, ma méthodologie de recherche, ça a été donc d'adopter donc, une méthodologie qui s'appelle l'auto-ethnographie, c'est-à-dire qui part de l'expérience de l'observateur. J'étais moi-même le sujet et moi-même le sujet de cette recherche et l'objet de cette recherche. Donc, ça a vraiment été ça a été un de mes fils rouges de cette recherche. Et donc, lorsque j'ai commencé d'élaborer mon terrain, j'ai rencontré donc sur ce terrain qui est un terrain sensible, hein, c'est une recherche sensible, c'est-à-dire que le tabou est très fort. J'ai rencontré 21 donc dyslexiques donc dans des brasseries ou la porte fermée dans leur organisation. Ça voulait dire combien finalement le tabou de la dyslexie était fort. Et ça m'a permis de comprendre que bien on était sur un terrain sensible. J'ai rencontré donc 5 managers d'organisations privées et publiques. Alors, comment j'ai fait mon analyse? J'ai utilisé donc un guide d'entretien qui est construit sous forme donc narrative et inductive, qui m'ont permis de faire émerger des liens de causalité. Et ce qui a été donc aussi triangulé par des experts, comme par exemple Béatrice Sauvageau, qui est une facilitatrice donc 10, et de voir ça donc aussi avec les acteurs du monde de la dyslexie, comme la présidente des dyslexiques de France. Pour l'analyse de mes données, j'ai utilisé le récit de vie. Alors, ce qui est très intéressant avec le récit de vie, c'est que les dyslexiques ont l'habitude de se présenter sous forme de récit de vie. Et c'est vrai que cette méthodologie correspondait très bien à ma recherche, et ce que j'ai continué à faire aussi donc, pour la présentation de mes résultats. J'ai utilisé donc une forme narrative qui s'appelle le storytelling. C'est aussi très intéressant d'utiliser cette méthodologie-là, car en fait, le storytelling permet de dégrossir les sujets qui peuvent être complexes pour que ça soit accessible à tout un commun. Et c'est ce qui a été fait, et ça m'a permis réellement de simplifier le propos et de porter à bien donc les apports de ma recherche. Donc, venons-en donc aux résultats et apports de la recherche. Donc,
Mes résultats me permettent donc de répondre à certaines questions que je me suis posées lors de ma recherche, c'est-à-dire donc la place donc des individus dyslexiques dans l'organisation et de comprendre donc les origines du stigmate et des effets sur les travailleurs dyslexiques. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'on avait donc une méconnaissance du sujet du handicap invisible de la dyslexie, autant par le système éducatif et autant par le système organisationnel. C'est vrai que les personnes que j'ai rencontrées m'ont dit, mais bon, déjà, ça vient aussi d'un côté, on va dire, la dyslexie est très jeune dans l'histoire hein, de l'éducation nationale. À l'époque, on n'appelait pas ça donc la dyslexie, mais parfois c'était même de l'illettrisme pour certains. Il y a un livre qui est très intéressant qui est sorti là, j'ai appris à lire à 50 ans, qui montre réellement ce phénomène que la dyslexie était très peu diagnostiquée à l'époque par le système éducatif. Mais on a le même écueil aujourd'hui dans le système organisationnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde de l'organisation, on pense que la dyslexie s'est arrêtée au système scolaire. Donc, finalement, ce qui explique la reviviscence que j'ai expliquée au cours donc, de mon parcours et d'autres parcours de dyslexie. Donc, ce contexte-là met à mal donc, finalement l'individu dyslexique et ce qui fait qu'on va donc constater l'apparition d'un stigmate et que cette blessure est réactivée lors de situations équivalentes dans le vécu du monde professionnel, dans cette expérience professionnelle. Les personnes que j'ai rencontrées, je me suis rendu compte qu'elles avaient vraiment une mise à mal de leur estime et il y avait tout un travail sur une écoute très attentive et compréhensive de mon terrain qui m'a permis réellement de trouver des réponses au sujet de ma thèse. Et donc, ce côté, on va dire, attentif, m'a permis de comprendre aussi que les dyslexiques, dans le contexte hostile dans lequel ils vivaient, au sein de l'organisation, mettaient en place une stratégie de dissimulation. Alors, cette stratégie de dissimulation a atteint un niveau assez important chez certains dyslexiques. Certains dyslexiques se faisaient même passer pour des profs de français tellement qu'ils étaient forts dans la stratégie de dissimulation. Bien sûr, ils se faisaient passer pour des profs de français parce qu'ils consacraient beaucoup de temps, finalement, à l'orthographe, à la syntaxe, et qu'ils avaient compensé de cette manière-là. Ce qui n'empêche pas que ça crée une forte fatigue chez eux dans le travail du quotidien et ce qui peut pousser aussi à certains burn-out. Malheureusement, un d'entre eux a eu cette situation-là qui s'est réalisée courant la fin de ma thèse. Hein. Donc, voilà, cette distorsion donc, d'identité crée une certaine fatigue des travailleurs dyslexiques. Ils doivent gérer plusieurs identités multiples, et ils sont dans la négation de leur dyslexie qui pourrait être, on va dire, vue comme une force. Le problème qui se passe, c'est que donc, cette reviviscence du stigmate favorise cette stratégie de dissimulation. Et donc, entre le manager et le travailleur dyslexique, eh bien, il y a une forte tension. Et le manager, finalement, lui qui au départ a embauché une personne qui était, on va dire, lambda, eh bien, se trouve dupé par le caractère invisible du handicap lors de l'embauche. Et donc, c'est là où les relations commencent à être tendues et donc les relations interpersonnelles sont brisées, la confiance réciproque n'existe plus. Donc, c'est une situation qui est très délicate pour les dyslexiques et on se retrouve donc face à une situation d'incompréhension. Autre élément qui est intéressant, donc, c'est au niveau donc, de la considération qui est accordée aux travailleurs dyslexiques dans l'organisation. La façon dont les managers vont percevoir finalement les compétences. On se rend compte que le caractère invisible de la dyslexie a des conséquences sur le niveau d'inclusion aussi de ces travailleurs. Et donc, à cause de ce déficit profond de connaissances de la part des managers, on est face à une situation d'intolérance et de manque de compassion. Cette perception négative de ces individus par les collaborateurs et managers est aggravée lorsque le travailleur dyslexique emploie une stratégie de dissimulation.
la relation manager et travailleur dyslexique est dégradée, mais par quoi au final? Par une émotion qui est négative. Et le gros souci qu'on rencontre, c'est qu'il y a une limitation donc, dans l'évolution de carrière. En effet, les managers que j'ai rencontrés, dont un me disait que s'il souhaitait faire évoluer son collaborateur dyslexique, pour lui, ce n'était pas possible de faire évoluer sur un poste de manager car il était face à une problématique qui était de faire des rapports à l'écrit. Et donc, qui dit écrit, eh ben, pour un dyslexique, ce n'est pas possible. Donc, on se rend compte que cette limitation d'évolution de carrière favorise cette stratégie de dissimulation que les dyslexiques vont adopter, mais qu'aussi le discours du manager va créer s'il n'a pas parlé de sa dyslexie. Et donc certains vont arriver à évoluer grâce à leur stratégie de dissimulation et évoquer leur dyslexie en entrefilet lors de discussions lorsqu'ils ont atteint le poste qu'ils souhaitaient. Donc on est réellement donc, dans une problématique de carrière et d'évolution. On se rend compte aussi que cette stratégie, finalement, de dissimulation, elle n'est pas présente lorsqu'on est créateur d'entreprise. On le voit avec Elon Musk, on le voit avec Steve Jobs, qui sont réellement des entrepreneurs et qui ont pu finalement valoriser donc, leurs compétences à travers leur approche entrepreneuriale. Donc, tout cela est assez intéressant. On se rend compte que finalement, dans les organisations, le problème de la valorisation donc, des compétences des travailleurs dyslexiques, c'est parce que cette connaissance est due à une sensibilisation qui est faite sous l'angle médical. Et donc, quand on parle de l'angle médical, c'est une incapacité. Cette incapacité crée une erreur d'assignation des tâches. Et donc, ce qui fait que la situation est très délicate pour les dyslexiques aujourd'hui dans les organisations pour être valorisés. Et donc, ça crée des erreurs de décision managériale. Alors, afin d'aider donc autant les dyslexiques et autant donc les managers et organisations, j'ai élaboré donc des préconisations managériales qui sont donc à 3 niveaux. Au niveau donc individuel pour le travailleur dyslexique, donc ce que je préconise donc en premier, c'est des aides externes. En premier, première préconisation, c'est l'accompagnement post-révélation et diagnostic. Il faut que le travailleur dyslexique fasse une sensibilisation sur son handicap dans le cadre de son poste de travail. C'est-à-dire que lui se connaît. Et donc, c'est important qu'il sache identifier donc, les compétences qu'il détient, ces compétences potentielles qu'il détient, afin que finalement, il puisse dire quelles sont les tâches qu'il va pouvoir accomplir. Et en même temps, ça lui permet de préserver une image positive de son handicap. Deuxième préconisation, c'est de mobiliser, donc il demande, pourquoi pas, un coaching. Donc, c'est-à-dire que même que le coach pourrait l'aider donc, et aider aussi le manager à associer ses compétences aux attentes de l'organisation. Donc, c'est réellement un élément qui est important parce que ça va aider finalement à la socialisation du travailleur dyslexique dans l'organisation. Deuxième élément donc, pour les travailleurs dyslexiques, c'est cette initiative, elle est bien sûr personnelle, c'est la révélation donc, qui peut être encouragée par des entreprises, des organisations qui sont handi-accueillantes, c'est-à-dire qui sont très sensibles à la cause du handicap. On le voit à travers donc, des spots de communication dans les organisations permettent finalement aux travailleurs dyslexiques, qu'ils soient internes ou candidats pour travailler dans l'organisation, ça permet donc d'envoyer un signal positif pour le travailleur dyslexique pour qu'il puisse évoquer sa dyslexie afin d'avoir des aménagements qui lui soient adaptés. Une autre préconisation qui est importante, c'est donc d'optimiser donc les relations par une compréhension fine au cas par cas. C'est-à-dire qu'il y a un travail important
d'introspection pour définir précisément les compétences. Bien sûr, c'est en relation avec la première préconisation, qui est donc dans l'accompagnement de la post-révélation. Et en effet, ce qui peut être bien, c'est qu'il y ait une certaine approche pédagogique qui permet donc d'expliciter donc son handicap auprès de son entourage professionnel. Et pourquoi pas mettre en place une grille de compétences à la destination donc du manager pour qu'il puisse identifier les compétences sur lesquelles il pourrait être évalué. Donc, à la suite, ce que je préconise pour les managers, c'est une ingénierie de la formation. Il y a trop souvent eu donc, des formations sur le thème, donc, premièrement, du handicap, puis du handicap invisible et de la dyslexie, qui soient faites par des personnes qui ne sont pas qualifiées, qui ne connaissent pas le sujet du handicap ou qui le connaissent de manière très superficielle. Et il faut qu'il y ait des formations qui soient adaptées au cas du handicap invisible, de la dyslexie, et que de par la dimension invisible, que cette sensibilisation soit systématique, que ce soit par un rappel sur le PC du manager pour rappeler attention, ne pas oublier que votre collaborateur est dyslexique lorsque vous allez lui envoyer un travail, pensez à prendre plus de temps, parce que dans la dyslexie, il y a un temps d'analyse qui peut être un peu plus long au départ, mais qui n'empêche pas qu'à la fin, le résultat soit tout aussi performant, voire plus. Donc, tout cet élément-là est vraiment important dans l'approche de la formation. Et bien sûr, les formateurs doivent être qualifiés, certifiés par un document qui permet d'aller faire des formations dans les entreprises, dans les organisations. Car certains disent clairement que la dyslexie est une déficience cognitive. Donc, quand vous êtes face à ces, on va dire, ces formateurs, vous dites c'est quand même assez dangereux. Donc, c'est pour ça que l'ingénierie de la formation doit être un élément très important aussi pour les universités et pour les écoles qui forment donc au consulting pour que finalement on évite de compliquer la sensibilisation auprès des managers. Par ailleurs, il ne faut pas que ces formations soient faites par des associations qui vont présenter seulement le côté la dyslexie, c'est au niveau des enfants. Donc ça, c'est un des écueils aussi que j'ai pu rencontrer. Autre élément qui est important, c'est un management adapté. Donc, il faut donc détecter les travailleurs dyslexiques avec une grille de détection et ouvrir le dialogue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ma thèse, je propose une grille de détection qui permet donc d'identifier quelles sont on va dire, les caractéristiques du travailleur dyslexique, comment on peut le déceler. Ça peut être par exemple plus de temps pour rendre un rapport, ça peut être vouloir plus communiquer à l'oral, téléphoner et de ne pas passer par l'écrit, par le mail, ou beaucoup plus utiliser Google Voice. Donc tout cela permet pour le manager de pouvoir détecter une personne potentiellement dyslexique et d'ouvrir donc au dialogue, de le mettre en confiance. Le but, ce n'est pas de le stigmatiser de nouveau, mais au contraire, que par cette grille, il puisse prendre connaissance de la dyslexie et qu'il puisse, on va dire, discuter avec son collaborateur et le mettre en confiance, le valoriser ou lui dire, bon, on va essayer de réfléchir pour que tu puisses donner le meilleur de toi-même. Donc, c'est vraiment d'être dans une approche aussi très bienveillante à travers cette grille de détection. Septième donc, préconisation, c'est la reconsidération de la ressource temps. Ça paraît très étonnant aujourd'hui parce que dans les organisations, tout va très vite, mais pour un dyslexique, c'est important de reprendre en compte la ressource temps pour la relecture des rapports, pour finalement que son analyse soit fine comme il est souhaité sur son poste, que ça soit aussi parce que là, on peut le voir au niveau beaucoup plus managérial ou sur les organisations, dans les services, mais ça peut être aussi, bien sûr, pour un ouvrier qui doit faire un devis, et bien là, c'est important de lui laisser le temps pour qu'il puisse bien relire, qu'il puisse corriger ses fautes aussi sur le devis qu'il fera. Donc vraiment, ça, c'est important. Autre élément, c'est une préconisation concernant l'adaptation des consignes et des tâches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez les dyslexiques, ce que j'ai pu comprendre à travers la compétence systémique, c'est qu'ils
comprenez donc les consignes à travers une approche très imagée, à travers des diagrammes. Et donc, ce qui est important pour le manager, c'est d'être vraiment un très bon, on va dire, pédagogue lorsqu'il va expliquer. C'est en utilisant donc des schémas et que, à travers ces schémas ou à travers ces images qu'il va, on va dire, prodiguer à l'oral, eh bien, qu'il puisse réellement bien l'expliciter et qu'il puisse vraiment vérifier en discutant après avec son collaborateur, lui demander mais est-ce que tu peux me redire ce que tu as compris? Par exemple, ça peut être un élément très intéressant pour voir si le message est bien passé. Parce que souvent, les managers vont dire, mais il est hors sujet. Et donc, ça vient du problème donc, de l'adaptation donc, des consignes ou des tâches qui sont définies par le manager. Et c'est vrai que ce moment de vérification évite que finalement le manager soit contrarié et qu'il dise que ce collaborateur fait du travail qui est totalement hors sujet, qui comprend les consignes de travers. Enfin, donc, pour les organisations, donc à un niveau beaucoup plus macro, ce que je préconise, donc, c'est qu'il faut un personnel spécialisé dans la correction. Pour mieux gérer le temps, pourquoi pas voir avec des entreprises spécialisées de faire relire des rapports. C'est lorsque vous mettez donc des personnes dyslexiques à des postes donc, de décision ou de manager, de pouvoir envisager qu'il y ait un soutien. Bon, excusez-moi, on a été coupé, quelques petits soucis d'Internet, mais je vais reprendre donc sur la 9e préconisation. Donc, c'est vrai que je disais que c'était important qu'il y ait un personnel donc, spécialisé donc, dans la correction, car en effet, ben, les personnes dyslexiques, les travailleurs dyslexiques peuvent avoir réellement besoin, lorsqu'ils sont à des postes de manager ou même d'autres postes au sein de différentes organisations, d'avoir une personne ou un service qui puisse donc relire leurs écrits pour qu'ils ne soient pas sanctionnés dans leur parcours professionnel sur cet aspect-là. Ça peut être financé, comme je l'évoque dans ma thèse, par la GFIP dans le cadre donc, des aménagements qui peuvent être intégrés pour les travailleurs dyslexiques. Un autre élément qui est important, donc, c'est qu'à la fin de chaque mail, il y ait un logo signalétique pour le travailleur dyslexique, pour que les personnes qui reçoivent un mail venant des travailleurs dyslexiques ne s'offusquent pas de finalement la syntaxe ou les fautes d'orthographe ou des mots qui peuvent manquer qu'on retrouve chez les dyslexiques, et que finalement, en voyant le logo en bas, ils se disent « Ah, il y a un souci ». Autre élément qui est important à travers cette même préconisation qu'on pourrait rajouter, c'est qu'on utilise par exemple tout ce qui est Google Voice, pour laisser donc, des messages ou utiliser donc, les enregistrements sonores pour finalement communiquer avec donc, les dyslexiques en question. Une autre préconisation qui est importante, c'est le mode de recrutement. On devrait privilégier donc, les compétences et non plus le poste. Ça, c'est une sorte d'innovation que je propose dans ma thèse, c'est que finalement, on ne regarde plus selon un référentiel métier, mais qu'on observe finalement, qu'on réfléchisse sur quels sont les différents besoins qui existent donc, dans notre organisation, et qu'à travers les compétences que vont présenter donc, les dyslexiques, mais bien sûr, ça peut être le cas aussi en dehors des dyslexiques, mais c'est la richesse du handicap, ça m'a permis de trouver à travers la dyslexie cette innovation donc, au niveau donc, de la réflexion donc, des postes, de réfléchir sur un poste protéiforme qui correspondrait aux différents besoins qu'on retrouve donc, dans l'organisation. C'est-à-dire que, par exemple, une personne peut être comme moi, dyslexique, je suis à l'aise à l'oral, je ne suis pas à l'aise à l'écrit pour faire plein de rapports, mais j'ai le sens de la communication. Je sais aussi très bien manier donc, l'ordinateur. J'envoie donc ma candidature au sein de cette organisation et finalement, l'organisation pourrait réfléchir selon mes compétences, et bien non pas lui, il est pour être agent comptable, mais en fait réfléchir sur un poste réellement protéiforme où on va
sous forme de mission, un poste sous forme de mission et non plus sous forme, on va dire, de tâches à exécuter par rapport au métier. Voilà. Donc, il faut un peu éclater le référentiel métier et réfléchir seulement par mission et non plus par ce qu'on connaît dans la version classique des offres d'emploi qui sont proposées. Et ce qui permet réellement un meilleur épanouissement dans le travail de l'individu. Bien sûr, dyslexique dans le cas de ma recherche, mais je pense que beaucoup de personnes pourront se dire que ça pourrait être le cas en dehors même du handicap. Mais c'est ce que je dis, c'est la richesse du handicap qui nous permet de trouver de telles réflexions. Alors, enfin, pour finir, c'est d'autres préconisations qui sont aussi importantes. C'est sur le fait que les personnes handicapées puissent, comme dyslexiques, puissent se projeter dans l'organisation et que leur voix et que leur réflexion soient aussi valorisées. Ce que je préconise, donc, c'est un comité de suivi de la politique du handicap. Et il faut que ce comité de suivi soit externe et interne. Et il faut qu'il soit, on va dire, composé de personnes du monde du handicap et du monde associatif et bien sûr de personnes en situation de handicap, car c'est eux les premiers concernés et ils auront un œil aussi critique et avisé sur ce qu'on appelle le disable washing, c'est ce que j'appelle moi le disable washing, c'est-à-dire sur les entreprises ou organisations qui font du handi accueillant, mais qui en fait dans l'action, eh bien, il n'y a rien qui suit et ce qui crée de la souffrance pour le personnel handicapé. Une autre préconisation, c'est donc le quota de promus en situation de handicap. C'est important pour les personnes en situation de handicap d'avoir une certaine projection à travers leurs collègues qui sont en situation de handicap, de pouvoir évoluer au sein de l'organisation. Il faudrait qu'il y ait, comme ça a été fait dans le cas de la diversité et pour les femmes, qu'il y ait tant de promus. Voilà, pourquoi pas, on reprend les 6% et que chaque année, il y ait 6% de travailleurs en situation de handicap qui évoluent sur des postes supérieurs, bien sûr selon leurs souhaits et leurs motivations. Donc ça, c'est un élément très important. Un autre élément qui est important, c'est qu'il y ait une meilleure représentativité des personnes handicapées au sein des conseils d'administration afin de valoriser finalement leur point de vue et leurs compétences aussi. Car par le handicap, comme on peut le voir à travers donc, mes travaux de recherche, on peut voir que les personnes comme les dyslexiques ont une autre manière de penser. On le voit chez Elon Musk, que je l'ai évoqué, qui est une personne dyslexique et qui a su finalement valoriser ses compétences de dyslexique comme un visionnaire. On le voit aussi donc, chez Richard Branson, qui a créé Virgin, et donc qui ont été des forces de proposition. Et les personnes dyslexiques, de par leur parcours, ont une autre manière de penser, une manière donc systémique de penser et une manière d'agir qui est très systémique. Et dans le monde actuel, la systémie est très intéressante pour réfléchir aussi aux décisions qui sont prises au sein des conseils d'administration. Et les personnes handicapées qui se retrouvent dans la difficulté ont aussi cette capacité de voir de manière beaucoup plus large les problèmes sociétaux que de leur organisation dans lesquelles ils sont engagés, mais aussi donc de réfléchir sur des décisions stratégiques sur lesquelles eux aussi ont pu, à leur niveau, intérioriser la stratégie de l'organisation. Et là, ça serait une valeur ajoutée et un atout réellement pour les organisations. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et j'espère que donc, cette présentation aura pu donc, éclairer autant donc, les dyslexiques, les managers et les dirigeants de trouver donc, des réponses aux problématiques qu'ils rencontrent. Et je reste bien sûr disponible. J'ai transmis au début de mon diapo mon adresse mail. Donc, je serai présente pour répondre à vos questions. Merci, au revoir et à bientôt.